Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, Arakaï, la 131e. Alors dommage parce qu'aujourd'hui, petit chenin, Walou. Avec... Ah bah ça c'était la 130e, enfin plus que la 130e, le 30 millième visiteur du blog. Du blog d'Arakaï. Bon. Et vous avez donc dans la régie, comme d'habitude, quand ces émissions sont audibles, notre technicienne préférée, Piquet-Cou. Bonjour. Qu'on appelle aussi dans certains milieux Domino. Et puis notre Jean, toujours à poste. Salut à tous. Voilà, tout de suite on va vous rappeler le petit blabla habituel concernant cette émission assez prestigieuse. L'artiste dans la société, où est-il dans la société? L'artiste en dehors de celle-ci, il y est complètement. L'artiste et l'engagement politique, on essaye de se bouger un peu le cul. C'est parfois très difficile. L'artiste et la religion, là c'est plus relax. Tandis que les églises sont des espaces maintenant à peu près vides, on peut aller s'y recueillir. Oui, puis ça devient des lieux d'exposition. Bah oui, des lieux d'exposition avant de devenir des lieux un peu plus particuliers. L'artiste et la science, bon là, maintenant on a un peu décroché. L'artiste et l'autorité, les artistes s'en battent, enfin ceux qui sont, de mon point de vue, des artistes. L'histoire, l'actualité, l'avenir de l'art avec notre Jean, notre hussard noir qui va pouvoir un peu vous pourrir les oreilles avec... Enfin, moi, c'est plus le passé de l'art que l'avenir. Oui, mais sans passé, l'art n'avait pas d'avenir. Bon, ah, ça, c'est beau. Ça, c'est beau, hein. Ah, ouais. Bien. Allô, oui, Naïm, Michael Manpower à l'appareil, dis-moi. Je t'appelle parce qu'apparemment il y aurait des soucis avec l'employeur. Maintenant, notamment, tu demanderais à être payé toutes les heures travaillées, tu demanderais aussi à être payé en heure de nuit quand tu fais des heures de nuit, et puis t'exigerais même les équipements de sécurité, tu demanderais à aller aux toilettes durant les 9 heures de vacation, et j'en passe et des meilleurs. Alors écoute, qu'on se mette bien d'accord, t'es pas au parc Astérix, t'es au travail. Et au travail, on travaille, ok? On n'est pas là pour s'amuser. C'est clair, question de deux choses l'une. Nous on veut bien te réintégrer dans les équipes, mais tu bosses et tu bosses aux règles envie que ça te prise. Che Guevara, la révolution, tu fais ça où tu veux, mais pas sur le lieu de travail. Tu montres que tu t'impliques, t'arrêtes de compter les 30 minutes en plus par-ci, les 15 minutes en plus par-là, mais tu t'investis vraiment, ok? Soit c'est terminé, on bosse plus avec toi. J'ai été clair? Ouais. Alors on fait quoi? Ok, merci beaucoup, mais non merci. Quand j'aurai envie d'une corde au cou, je viendrai leur faire signe. Et même s'ils insistent et me traitent de vermine, s'énervent, crient, s'indignent, que je respire à l'air libre, détermine et inscrivent que je me prive de mes droits et termine par faire mine d'estimer que je suis coupable du déséquilibre social parce que RMiste, par choix déserteur d'hélice, de la NPE quel délice, désormais sans eux j'existe. Moi j'ai le blues, des blues, du peu de flou, du peu qu'on nous octroie couses pour plus ou moins 12 fois 3 heures passées dans la bouche. Bouge, pousse-toi, je vois rouge, ta bouche, ma bouche, moi je l'ouvre pour que je la ferme. Tout ça, il me faut bien plus que tout ce que je touche. Même si je parle au présent, touche à présent de l'argent pour la bouffe. Et pour ta gouverne, c'est avec l'argent qu'il nous étouffe tous. Pouf de rire quand j'entends dire que le taf c'est la source ou pire l'issue. Depuis j'ai su que c'était la vie ou la bourse, short de la course. J'ai le blues du taf, j'ai le blues plus. Moi, j'ai pas le temps et je touche des cafés touches. Donc, je parle de l'argent. J'ai le blues du taf, j'ai le blues. J'avais déjà dit avant, mais je touche du bois, du taf, j'en ai plus depuis longtemps. Depuis longtemps j'ai décidé de quitter le navire. J'ai pris mon temps pour trouver la coque avant de partir. Pris mon temps, les salaires stagnants. J'avais de quoi me dire que tous autant qu'ils sont, ils ont niqué mon avenir. Donc bon, je voulais, je me tire, non, je pars pas en tir. J'ai dû renoncer à me dire que c'est dur. Sans tu veux rire, c'est usant de se dire ce que tu ressens. Et c'est le pire, peut te trahir, t'aliéner à un objet puissant. Se venir comme tout le monde, mais quels sont nos réels besoins de consommation? Quel est le réel sens de nos vies? Car le shopping c'est con comme passion. Faut dire qu'on consomme à fond, que l'on confond nos aspirations avec les désirs qui font surgir en nous, qui guident nos actions, qui tirent les ficelles qui se retrouvent ligotées par celles-ci, qui dictent la marche à suivre. On marche, mais qui sait ce qu'on suit? Et puis qui marche, qui suit, qui reste, qui part, qui fuit, qui peste, qui parle, qui crie, qui steak, qui balance, qui paie. Et en quelle devise? Car on sait que le temps c'est de l'argent. De l'argent se trouve coûtant fort, cher à gagner dans notre espace. Tant de l'argent, cher en sacrifice, de l'argent qui requiert d'être absent de sa vie et de soi-même, donc qui nous crève même si on verse pas de sang. La vie n'est pas... Monsieur, que faisons-nous pour vendredi? Je vous accorde l'après-midi. Quel bonheur, oui, quel bonheur, du matin jusqu'à 6 heures. Quelle harmonie, quelle énergie, une année
La vie n'est pas belle, la vie est telle qu'on l'amène. On l'amène à être malsaine. Essaye de remplir nos poches au prix que nos âmes saignent, au prix de laisser nos proches seuls en les couvrant de matériel, au prix de plus leur consacrer le temps, bien qu'ils aient tant de peine. Autant dire content à renoncer à être content. On paie content le temps qu'on perd et on ferme nous-mêmes la main content. On est commettant, ici on se complète dans. Ce sera trop tard dans 10 ans par contre pour être mécontent de ses choix. L'aura coulé sous les ponts avec le content. On aurait savouré si on avait vu il y a longtemps. Conscient qu'on sera que peut réagir à temps. On se le dit, je vous cède mon rang. Dans la ville, short de la tente. J'ai le blues du taf, j'ai le blues. Plus moi, j'ai pas le temps. Et je touche les cartes, les touches. Donc je parle de l'argent. J'ai le blues du taf, j'ai le blues. Je t'avais déjà dit avant, mais je touche du bois, du taf, j'en ai plus depuis longtemps. J'ai le blues du taf, j'ai le blues. Plus moi, j'ai pas le temps. Et je touche les cartes, les touches. Donc je parle de l'argent. J'ai le blues du taf, j'ai le blues. Je t'avais déjà dit avant, mais je touche du bois, du taf, j'en ai plus depuis longtemps. Depuis longtemps gros, je suis là, je fais mes trucs. Ma musique, je prends mon fric. C'est plus les acédiques, le SMIC, c'est la CAF. Et à moins mais c'est plus pratique. C'est le blues du taf qui te fout des baffes. Si les classes et les cours te dépassent, bienvenue dans le monde du travail. L'école te fout sur la paille, à ta place. Es-tu prêt à être esclave pendant que le patron s'esclave avec des millions d'épargne sur chacun de ses comptes d'épargne? Hein? Radio Liberté. Pardon. Alors c'était l'inconsolable, le blues du taf. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, il y a eu un bug là dans les transmissions. Bref, je ne suis pas responsable. Bah voyons. À Racaille, la 131e, avec Piquet-Coup, qui tenait à vous présenter cette chanson. On se demande bien pourquoi. Alors que d'habitude, elle n'a pas le temps. Non, je... Jean à l'instruction publique et tout de suite la minitude de la minute. C'est comme non mais on a décidé que tu y arrivais mieux comme ça, donc c'est devenu la minitude de luminance, de luminance, ouais. De Raymond La Science. Une minute un peu extensible, que vous l'avez pu le remarquer depuis le temps qu'on l'a fait. Avec bon, et bien écoutez, comme Jean me laisse toujours passer en premier, donc après, il a toute une plage de temps devant lui. Bon. Je vais vous narrer une version de l'éditorial du Monde Libertaire, le numéro 1654 du 8 au 14 décembre, c'est-à-dire que sur l'insistance de mes camarades, j'ai décidé de réécrire l'éditorial, mais je le dois quand même au Monde Libertaire. J'espère qu'ils vont pas me foutre un procès au cul pour plagiat. Et ça concerne notre zozo national, là. C'est jamais lui. Pourtant, c'est bien lui, quand même, le Sarkozy Corner, qui a blablaté devant un parterre de groupies toulonnaises UMP, des choses où il se gaussait de la folie des marchés, de leur rhodomontade et leur indépendance vis-à-vis des politiques en toc. Vous voyez, il était à Toulon. Il y était une première fois, là c'est la deuxième, on attend la troisième. Il a tous les culots. Hein. Oui, ça veut dire que de ce côté-là, c'est une caricature de politiciens. Ils sont déjà tous assez craignos, mais alors lui... c'est du lourd. Ah, c'est du lourd. Et aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment différent? Enfin, c'est ce qu'il a l'air de dire, en tout cas. Pourtant, voyez chez les Rital, ces pauvres bouffeurs de macaroni. Non, je les adore. Où est-ce que les gros bras de la finance internationale se planquent, même plus derrière le dos extrêmement cassé des représentants politiques en toc. Toujours les mêmes, d'ailleurs. Que les banques privées gavées d'argent public profitent de leur rapine pour spéculer encore plus contre les États, c'est-à-dire contre nous, contre moi, contre vous, contre le peuple, tous les peuples, car nous ne sommes pas les seuls à être traits par ces affameurs. Et ce n'est que le début. On n'a plus besoin d'un régime minceur. Vous allez voir, ça va se faire tout seul.
que le président de paille des franchouillards de Couinet qu'il faut imposer aux banques le financement du développement économique plutôt que de les laisser spéculer. Oh, c'est beau, hein. Je sais pas, c'est beau comme du quoi, comme du Charles Maurras, peut-être. Et c'est nous autres qu'on traite de doux rêveurs. Oui, on rêve, nous, les anarchistes, d'une société, d'une utopie où les gens seraient moins maltraités qu'aujourd'hui. Puis d'ajouter, faut ce qu'il faut, qu'on ne sortira de la crise que par le travail, l'effort, et tenez-vous bien au bras de votre petit fauteuil de bureau pivotant, la maîtrise des dépenses, c'est-à-dire 37 000 € pour une piole au Majestic de Cannes pour ce flambard lors du dernier G20. Voilà, c'est le mec qui nous dit qu'il faut maîtriser les dépenses. Eh bien, je m'avancerai pas en vous informant de mais ce que j'ai pu en déduire, c'est qu'il ferait bien de commencer par lui-même. Là, c'est gros quand même. Et c'est quoi donc est-ce cette maîtrise qui consiste à dépenser sans compter l'argent public pour une chambre d'hôtel? Les 35 heures remasterisées, la retraite à 60 balais caviardée, notre modèle social torpillé, et tout se bousbire très vite, il faut pas attendre. Il y a urgence, d'après ce visionnaire, à la petite semaine. En fait, il est visionnaire de rien du tout. Il s'informe dans les gazettes comme nous, quoi. Mais puis là-dessus, il nous fait croire qu'il a une vision de l'avenir. Mais il zappe complètement que sans ce modèle social qui part en couille et qui va la glisser dans pas longtemps, ce qu'il en reste nous permet de ne pas totalement désespérer, tant qu'on peut encore aller à l'hôpital sans se ruiner, mais il y a plusieurs millions de Français qui ne se soignent plus parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer les franchises, la déréglementation, dans tous les domaines de la santé, etc., etc. Et les services publics, là, qui partent vraiment, pour le coup, en quenouille, c'est un peu moins lourd. Car ce capitaine du Pitaluc France voit loin. C'est le Pitaluc, ce fameux... Ah, le Pitaluc. Oui, contre ce pauvre Lyonnais, a fait la meilleure expérience en essayant de naviguer avec. Au-delà de l'Hexagone, il faut établir une nouvelle couillonnade européenne. Qu'est-ce que c'est qu'une couillonnade? C'est un traité. Vous savez que les traités, ils sont forts pour en faire. Car la révolution mondiale se ramène. Ah, vache, quelle révolution! Mais il n'est pas sûr du tout que nous parlions de la même révolution. Lui et nous, on constate seulement que ça se déglingue, que ça craque, que ça gueule, s'indigne et proteste, y compris chez les rosebifs, et c'est vraiment un scoop, qui n'ont pas de mémoire, vu de telles manifs depuis la mère Thatcher et la grève des mineurs qu'elle a bananée en beauté. Depuis elle, d'ailleurs, depuis ces grèves qui datent des années 70, je crois. Le monde ouvrier d'outre-Manche a été complètement... on lui a fermé la gueule pour 30 ans, quoi, au moins. Alors, il reste plus qu'à gueuler aux armes, citoyens. Formons des bataillons et foutons dehors tous ces infoutus qui se font élire avec le soutien des classes possédantes, dont ils sont les cire-pompes, mon Jean. Très bel édito, Robert. Mais je te dis ça parce que je sais que tu es tout le temps en train de réclamer les compliments. Il en a jamais assez. On a encore pu le mesurer il y a moins d'une heure. D'accord. Je me demande seulement avec effroi, tu vois, Robert, quelle partie de ton corps les affameurs peuvent bien traire. Oui, bonjour. Voilà, très bel édito. Mon Raymond, c'est à toi maintenant. Voilà, très bel édito. Moi, c'est la revue de presse, comme d'habitude. On va faire dans le plus léger, quand même. Le plus subtil, disons. Le Premier ministre François Pignon écraserait, les termes que j'ai carrément trouvés dans la presse, écraserait l'ancienne garde des Sceaux Rachida Dati par 39% contre 8% dans la deuxième circonscription de Paris aux législatives de 2012, selon un sondage IFOP paru dans le journal du dimanche. Bon, je rappelle que la deuxième circonscription, pour ceux qui... ou plutôt, je le dis pour ceux qui ne savent pas, elle englobe plusieurs arrondissements et pas parmi les plus populaires de Paris, on va dire. Pour autant qu'il reste des quartiers populaires à Paris, il en reste. Il en reste, oui, bon. Faut pas
caricaturé. Mais en tout cas, la deuxième circonscription, c'est une bonne partie du 7e déjà, et puis du 5e et du 6e. Bon, voilà. Bah tu vois, ça, Robert, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est une estimation qui relève plus en fait de la loi de la gravité que de la politique. Tu vois, parce que si tu lâches 2 parachutistes au même endroit à 5 ans d'intervalle, on est bien d'accord, il y a quand même plus de probabilité de voir le dernier parachuté, tu vois, écraser le premier que le contraire. Absolument. T'es bien d'accord? Oh, tout à fait. Bon. Oui, quand même. Bon, allez, je propose que ces 2 grands téméraires, on va appeler ça comme ça, François Pignon et Rachida Dati, téméraires du suffrage universel, viennent dans mon propre quartier, tu vois, se partager les 20% octroyés habituellement à la droite et par pure bonté d'âme encore, qu'on rigole un petit peu. Tiens, ça pourrait être assez marrant. Nicolas Sarkozy, c'est pas toi qui en parlais tout à l'heure Le petit ventilateur de l'Élysée ou c'est moi? Le petit ventilateur de l'Élysée, ça y est, je lui ai trouvé un autre surnom là, tu vas voir. Bon. Mais non, je crois que tu l'avais déjà donné ce surnom. Enfin, on va vérifier ça. Nicolas Sarkozy, en tout cas, a inauguré le nouveau siège parisien de Google, installé dans un hôtel particulier de 10 000 mètres carrés, le Googleplex, c'est comme ça que... 10 000 mètres carrés. Ouais, 10 000 mètres carrés, ouais. Le Googleplex mêle espace de travail, espace au pluriel, espace de travail et de détente dans un unique but, favoriser, enfin, un unique but avoué, prétendu, enfin, comme tu veux, favoriser la créativité. D'accord. On y croit, On remarquera que depuis quelque temps, quand même, Joey Dalton, ça c'est le nouveau surnom que j'ai trouvé, mais peut-être que tu... Ah, pas mal. Joey Dalton le petit irascible préfère visiter les capitalistes en Île-de-France, tu vois, que les ouvriers de l'acier en Lorraine, par exemple. Oui, ça, on n'est pas bouleversé par le... Auquel il avait pourtant fait des promesses mirobolantes. Oh, bah oui. Qu'il a tenues. Alors pourquoi il retourne pas les voir? Ça, on comprend pas. Non, on comprend pas, parce qu'il aurait récolté les lauriers de la gloire, là-bas, au moins, là-bas. Bon, et puis, mais de toute façon, il n'y a plus qu'à ça qu'il est bon, tu vois, les chrysanthèmes et les inaugurations de supérettes, Il serait peut-être d'ailleurs judicieux de réduire son poste à une fonction honorifique, tu sais, plus adaptée à ses capacités réelles. Mais enfin, je dis ça pour lui, moi, je propose une loge de concierge. Mais je le dis en général de tous les prétendants à la magistrature suprême, comme on dit généralement en parlant de la présidence de la République. Ça n'attire quand même qu'un certain type de personnes. Donc d'entrée, il faudrait arrêter ces conneries quand même. Bon, enfin, brandissons le risque d'explosion de l'Union européenne, qui signerait aussi la fin de l'euro. Le chef de l'État, le Joey Dalton, donc dont on parlait tout à l'heure, a appelé les 27 États membres à la responsabilité, tu vois. Le petit ventilateur qui en appelle à la responsabilité, oui, c'est quand même. Ça me la coupe, Oh oui. Ouais, tu vois, c'est un peu comme si Johnny Hallyday venait nous vanter, tu vois, les mérites du lait fraise. C'est pas qu'on n'y croit pas, mais c'est peut-être pas la meilleure personne pour ça, quoi. Non, c'est pas, on peut pas dire, non. Non, c'est bon. Voilà, un policier tué à Dijon, un contrôleur agressé à Marseille ou l'inverse, je me rappelle plus trop, mais enfin pour ceux qui se demandent quel pourrait être le totem des années Sarko. Les années Sarko, c'est 2002-2012, on espère bien que ça va s'arrêter là. Un outil quand même semble s'imposer, et tu vas me dire ce que tu en penses. Le Karchernikov. Ah, bon. Non, le Karchernikov. Tu veux que je te le dessine? Non, tu ferais ça encore mieux que moi. Non, arrête, tu vois. Non, c'est pas vrai. Ils se sont donné le mot ce matin. Domino. La Kalash, tu vois, à 400 €, c'est le prix officiel. Oui, c'est vrai. Pour un outil qui a quand même un peu servi, il faut le dire. C'est pas du neuf. D'ailleurs, une Kalachnikov neuve, je sais pas. Enfin bon. Mais en tout cas, à 400 €, il devrait y en avoir un certain nombre sous les sapins en fin de semaine prochaine, tu vois. Petit Papa Noël, quand tu l'es. Voilà. Apporte-moi une Kalachnikov. Tino est revenu. L'Institut Civitas, faut que j'accélère un peu parce que je me répands là. L'Institut Civitas a appelé à des manifestations contre la pièce Golgotha Picnic, qui est actuellement visible au théâtre du Rond-Point à Paris. Alors ce mouvement chrétien est lié à l'extrême droite, mais sauf qu'il les trouve un peu mous, tu vois. Il trouve que l'extrême droite est un peu molle chez Civitas. Je suis d'accord avec eux. Donc ce mouvement chrétien, je mets ça entre guillemets, fait de plus en plus parler de lui, tu vois. Mais enfin, je sais pas, t'es comme moi, on va pas dans les
dans les églises protester contre l'atteinte faite à notre athéisme, tu vois. Non. Alors qu'est-ce que ces bas du front foutent dans un théâtre? Tu peux me le dire? Ils sont fourvoyés, non? Oui, c'est possible. Ouais. Ils se sont trompés d'adresse. Ou alors ils confondent peut-être culte et culture, tu vois. C'est possible. Ouais. C'est pas du tout la même chose, les gars. Voilà, pour la SNCF, la journée test de sa nouvelle grille horaire s'est bien déroulée. Ils sont contents. Ah bon? Tu vois, ouais. Le PDG de l'entreprise, Guillaume Pépi, a indiqué que 95% des trains étaient arrivés à l'heure ce lundi. Je parle d'hier. Bon, on retiendra tout de même cette histoire de la citoyenne lambda qui a vu son horaire de départ, écoute-moi bien, passer, c'est des petites histoires qui ont l'air de rien comme ça, qui a vu son horaire de départ passer de 6h54 à 6h56. Elle ne part que 2 minutes plus tard, donc elle sera à l'heure au boulot, là il n'y a pas de problème. Mais en passant de 6h54 à 6h56, son tarif est passé en forte affluence. Ah d'accord. Je te jure que c'est vrai. Et ça veut dire quoi? En forte affluence, ça veut dire qu'elle paye plus cher. Mais ça n'a rien à voir avec le... C'est pas pour ça du tout que les horaires de la SNCF ont changé. Mais ça, on n'entend pas parler du tout de ces choses-là. Ben voilà une petite histoire comme ça. Ou celle de cette autre citoyenne lambda, tu vois, dont le train de retour, là c'est en rentrant du travail, partira chaque jour 6 minutes plus tard qu'avant, tu vois. Elle peut pas de toute façon partir plus tôt. Bon, son train va partir 6 minutes plus tard. Elle perdra donc 1 heure de vie familiale toutes les 2 semaines, tu vois. Parce que 6 minutes, multiplié par 10 jours de travail, ça fait 60 minutes. Et 60 minutes, ça a l'air de rien, mais c'est 1 heure. Voilà, 1 heure de vie familiale toutes les 2 semaines, autrement dit 2 heures tous les mois. Ouais, multiplié par le nombre de voyageurs qui sont dans son cas, ça fait quand même pas mal d'heures de supprimer pour les gens qui travaillent. Voilà. Tout autant de considérations qui ne troublent pas le sommeil de Sa Majesté, fatigué sans doute par ses nuits avec Angela. Tu vois, voilà, c'est fait. Avec le sentiment du devoir accompli triple A, à regagner la lanterne. À regagner la lanterne où se languissait sa douce épouse, heureuse de partager sa couche avec un tel seigneur, qui ne passe plus une semaine sans arracher le monde et l'Europe au pire danger. C'est quand même quelque chose. Où est le sauveur? Mon Jean. Bon, allez, on lui souhaite un repos du guerrier bien mérité, et surtout qu'il prenne tout son temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. N'insulte pas ce roman célèbre, Le repos du guerrier, qui a, on peut dire, enchanté dans mon adolescence boutonneuse. C'était Christine de Rivoire, je crois, l'auteur de ce roman, non? Christine de Rivoire, Christiane Rochefort, voilà, tu vois, on n'aurait pas dû, t'aurais pas dû poser la question parce que je ne m'en rappelle plus du tout. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Un insurgé, son vrai nom c'est l'homme, qui n'est plus à la bête de somme, qui n'obéit qu'à la raison, et qui marche avec confiance, car le soleil de la science se lève rouge à l'horizon. On peut le voir aux barricades, descendre avec les camarades, brillant, blaguant, risquant sa peau. Et sa prunelle décidée s'allume aux splendeurs de l'idée, au reflet pourpré du drapeau. Devant toi, misère sauvage, devant toi, pesant esclavage, l'insurgé se dresse, le fusil chargé. En combattant pour la commune, il savait que la terre est une, qu'on ne doit pas la diviser, que la nature est une source et le capital une bourse où tous ont le droit de puiser. Il revendique la machine, il ne veut plus
vu courber l'Échine sous la vapeur en action. Puisque l'exploiteur à ma rude fait instrument de servitude, un outil de la rédemption. Devant toi, misère sauvage, devant toi, faisant l'esclavage, l'insurgé secret le fusil chargé. Contre la classe patronale, il fait la guerre sociale dont on ne verra pas la fin. Tant qu'un seul pourra sur la sphère devenir riche sans rien faire, tant qu'un travailleur aura faim. À la bourgeoisie écœurante, il ne veut plus payer de rente. Combien de milliards tous les ans? C'est sur vous, c'est sur votre viande qu'on dépaisse un tel dividende. Ouvriers, mineurs, paysans. Devant toi, misère sauvage, devant toi, faisant esclavage, l'insurgé se dresse, le fusil chargé. Alors c'était L'Insurgé, une chanson d'Eugène Pottier interprétée par Mouloudji. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. Merci Piquecou, merci Monjean, qui va vous parler tout de suite dans le poste avec sa voix qui vous charme, mesdames. De miel. De miel, du principe de l'art et de sa destination sociale. Ouais, par Pierre-Joseph Proudhon. Un camarade. C'est un peu le penseur maison, mais enfin, on n'est pas toujours d'accord avec lui. Non, un compagnon de route. Un compagnon de route, oui. Ouais. 1809-1865, Pierre-Joseph Proudhon. Non, il était pas si vieux, hein. Non, pas si vieux, ça. Non. On a déjà dépassé cet âge-là, nous. Oui. Dans cet essai, écrit un peu avant sa mort, hein, le philosophe, avec une certaine ambiguïté, prône en matière d'esthétique des idées avant-gardistes, célèbre l'art critique et moderne façon Courbet, tu vois, c'était un peu pour lui l'archétype hein, de l'artiste à la fois critique et moderne, hein, mais malheureusement, mais ça c'est personnel, malheureusement moralise dans le même temps en défendant le principe hein, d'un art éducateur. Et je me méfie toujours de ces mots-là. Oui, tout entier au service du peuple. Et ça aussi, je m'en méfie aussi. Bien sûr. Et ça aussi, je m'en méfie, ouais. Ouais, parce qu'il y a des exemples quand même qui sont pas tout à fait top. Alors, on comprendra mieux, mais ça, ce sera pour soit la semaine prochaine, soit dans 15 jours, que en fait, Courbet avait demandé cette défense à Proudhon parce qu'un tableau lui avait été refusé, qui s'en prenait, il faut le dire, de manière assez jouissive à l'église. Il avait été refusé par le salon officiel. En fait, il avait demandé à Proudhon cette défense, et puis l'article que Proudhon avait prévu il s'est pris au jeu. En fait, il a fini par devenir un livre entier, donc du principe de l'art et de sa destination sociale. Mais il a été publié à titre posthume, 6 mois. Je crois que c'est 6 mois après la mort de Proudhon. Voilà. Essayons de définir la nouvelle école. Nous avons dit que l'art a son principe et sa raison d'être dans une faculté spéciale de l'homme, la faculté esthétique. Il consiste, avons-nous ajouté, dans une représentation plus ou moins idéalisée de nous-mêmes et des choses, en vue de notre perfectionnement moral et physique. Il suit de là que l'art ne peut subsister en dehors de la vérité et de la justice, que la science et la morale sont ses chefs de file, qu'il n'en est même qu'un auxiliaire, que par conséquent, sa première loi est le respect des mœurs et la rationalité. L'ancienne école, au contraire, tant classique que romantique, soutenait, et des philosophes distingués se sont rangés à cette opinion, que l'art est indépendant de toute condition morale et philosophique, qu'il subsiste par lui-même, comme la faculté qui lui donne naissance. C'est cette opinion qu'il s'agit actuellement d'examiner à fond, car c'est elle qui fait toute la difficulté entre les écoles. L'art, donc, pense-t-il, sait-il, raisonne-t-il, conclut-il?
À cette question catégorique, l'école romantique a répondu non moins catégoriquement « non », faisant de ce qu'elle nomme fantaisie, génie, inspiration, soudaineté, et qui n'est autre chose qu'une ignorance systématique, la condition essentielle de l'art. Ne rien savoir, s'abstenir de raisonner, se garder de réfléchir, ce qui refroidirait la verve et ferait perdre l'inspiration. Prendre la philosophie en horreur, telle a été la maxime des partisans de l'art pour l'art. Nous ne condamnons pas la science en elle-même, disent-ils. Nous rendons parfaite justice à son utilité, à son honorabilité, et nous ne sommes pas les derniers à en illustrer les représentants. Nous prétendons seulement qu'elle n'est d'aucun secours pour l'art, qu'elle lui est même fatale. L'art est tout spontané, il est inconscient de lui-même, il s'ignore, c'est intuition pure. Il ne sait même pas ce qu'il mène, ni ce qu'il fait, ni où il va. Cette exclusion de la science du domaine de l'art s'étend à la morale. L'art existe par lui-même, disent-ils encore. Il est indépendant des notions de justice et de vertu, c'est la liberté dans son absolutisme. Nous n'avons jamais prétendu que l'art puisse changer la nature et la qualité des choses, faire du crime une vertu, rendre moralement bon ce qui est moralement mauvais. Nous disons que l'art, en tant qu'art, est affranchi de toute considération morale, comme de toute étude philosophique. La question de l'indépendance de l'art conduit à une autre, celle de sa fin ou de sa destination. D'après les classiques et les romantiques qu'il serait inconséquent de séparer, l'art est à lui-même sa propre fin. Manifestation de la beauté et de l'idéal, quel autre objet pourrait-on lui assigner que celui de plaire, d'amuser? Il répugne à toute fin utilitaire. L'unique but de l'artiste, c'est en vous faisant part de ses impressions personnelles, quelles qu'elles soient, d'exciter en vous cette délectation intime qui double la jouissance de la réalité, qui tient lieu bien souvent de sa possession. Le reste est hors de sa compétence, hors de sa responsabilité. Voilà. En fait, c'est de l'ironie de la part de Proudhon. De Proudhon. D'accord. Oui, je suis pas sûr que ce soit si facile que ça à comprendre. Ouais, c'est ce que je voulais te poser la question. Oui, c'est de l'ironie, si tu veux. Lui propose une espèce de cité idéale où, un peu à la manière de la République de Platon, tu vois, où les artistes seraient, comme je l'ai dit en commentaire au début, tout entiers au service du peuple. Il proposait même, et là c'est quand même nettement plus grave, il parle même, enfin, il propose pas, mais disons, il y a quelque part un moment, j'ai lu ça dans ce texte du principe de l'art et de sa destination sociale, il parle d'exclusion des artistes qui penseraient d'abord à faire de l'art ou pour eux-mêmes, tu vois. D'accord. Ouais. Oui, ça c'est extrêmement dangereux. Voilà, extrêmement dangereux. Alors il y a eu une première réponse de Flaubert, mais enfin, elle a été faite du haut de ses préjugés politiques, tu vois, Flaubert, ce qui fait que c'est assez... On peut jeter le discrédit, quoi, sur ces... Et puis en plus, il a utilisé des termes, tu vois, assez grossiers. Je te fais sa réponse, en gros, ça disait, on a désormais le maximum, avec ce texte de Proudhon, on a désormais le maximum de la pignoufferie socialiste. C'est curieux, parole d'honneur. Ça m'a fait l'effet d'une de ces fortes latrines où l'on marche à chaque pas sur un étron. Chaque phrase est une ordure, le tout à la gloire de Courbet et pour la démolition du romantisme. Tu vois, bon, ça manque un peu de nuance quand même. C'est un discours le frontiste, disons-nous. Voilà, exactement. Émile Zola a fait une réponse beaucoup plus intéressante. Ah, moi, je me doute que Mimile, c'est autre chose quand même. D'une ironie mordante, on va dire, et qui en plus est bien plus intéressante pour nous. Et c'est c'est la réponse de Zola dont on vous lira un extrait dans une semaine ou dans 15 jours. Bon, pas encore pris cette décision, mais voilà, et ce sera la deuxième partie de l'utilité de l'art, le thème de notre émission d'aujourd'hui. Oui. Excusez-moi, j'ai pas donné du principe de l'art et de sa destination sociale, donc de Proudhon, est édité par les Presses du Réel. Vous pouvez commander le livre auprès de la librairie Publico, 145 rue Hamelot, 75 011 Paris, Métro Robert. Fille du Calvaire, République ou Oberkampf. J'ai failli dire... Téléphone, non, mais c'est pas grave. Tant que tu donnes des stations de métro dans Paris, ça va. Faut marcher aussi un peu, c'est bien. Oui, c'est important. Ah bah oui, c'est nécessaire pour la santé. 01 48 05 34 08, ça c'est le numéro de téléphone de la librairie Publico. Et librairie-publico.com, après les W, ça c'est l'adresse internet. Merci mon Jean. Quand même quelque chose, mon Jean. Non? Vous n'êtes pas d'accord?
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. Arakaï, la 131e. Alors dommage parce qu'aujourd'hui, Petit Chenin, Walou. Avec... Ah bah ça c'était la 130e, enfin plus que la 130e, le 30 millième visiteur du blog. Du blog d'Arakaï. Bon. Et vous avez donc... C'était la chanson des Blés d'Or, interprétée par Fred Gouin. C'est une chanson de 1882 qui va annoncer un petit peu l'histoire suivante. Et l'histoire suivante, je t'ai pas laissé dire Radio Libertaire. La voix de la Fédération anarchiste, c'est bien de commencer à amorcer la pompe. Sans Dieu, sans maître, sans pub. Arakaï, la 131e, avec Piquet Court à la régie, vous avez pu noter que c'est quand même quelque chose. Montjean à l'institution publique, notre rue Saint-Loin, vous avez pu remarquer là encore que c'est quelque chose. Vous avez de la chance de pouvoir écouter cette émission. Donc la voix de notre gens. Voilà. Oui, alors qu'est-ce qui se passe? On va redonner la parole à Piquet Coupe, qui va nous raconter l'histoire en fait d'un artiste, un peintre, dessinateur. Moi, on verra ça après, mais je préfère largement le dessinateur au peintre, qui était très soucieux de son utilité sociale. Voilà, Piquet Coupe, à toi. Né le 19 avril 1854 à Crictot-sur-Ouville, en Normandie, Charles Engrand commence par travailler dans l'enseignement avant de se lancer dans l'aventure de la peinture. Il s'installe à Paris en 1883, s'y lie avec des peintres libertaires comme Seurat, Signac, Cros ou Luce, et y fonde un an plus tard la Société des artistes indépendants. L'article 1 du statut de cette association précise que le but est de permettre aux artistes de présenter leurs œuvres au jugement du public en toute liberté. Fondée sur le principe de l'abolition des jurys d'admission et toujours active aujourd'hui, elle organise des expositions annuelles. Parmi les tableaux exposés lors de son premier salon, on comptait La baignade ânière de Georges Seurat, Le pont d'Austerlitz de Paul Signac, excusez du peu, ainsi que des œuvres de Henri-Edmond Cross, Odilon Redon, Albert Dubois-Pillet, Louis Valta, Armand Guillaumin et donc Charles Engrand.
Adepte du divisionnisme, celui-ci poussa cette technique jusqu'à la dissolution des formes, peignant des vergers, des moissons, des scènes de la vie paysanne. En 1895, bien que retiré à Saint-Laurent-en-Caux, en Normandie, auprès de sa mère, il fonde avec Jean Grave Les Temps Nouveaux, un journal anarchiste qui paraîtra jusqu'en 1914 et auquel il collabore comme illustrateur, mais aussi comme financier. Pierre Kropotkin et Élisée Reclus y collaborèrent également, mais nous vous raconterons l'histoire des Temps Nouveaux prochainement. Un peu avant 1900, Charles Engrand revient à un métier plus traditionnel et va se consacrer presque exclusivement au dessin durant une décennie. Certains de ses fusains sont absolument magnifiques, à la limite de l'abstraction. Il s'inspire de l'œuvre de Seurat, qui avait lui-même bien regardé l'œuvre graphique de Millet, dont il reprend ici la technique tout en clair-obscur. Dans une lettre à Paul Signac, il écrit « Je poursuis une série d'attitudes d'enfants dont vous pourrez voir un exemple chez le père Lebar, un marchand de tableaux parisien qui organisa au cours des années 1890-1900 de nombreuses expositions d'artistes, post- ou néo-impressionnistes. Selon son propre témoignage, Charles Engrand n'exécute que 3 dessins entre juin 1895 et décembre 1897. Comme un photographe, l'artiste poursuit la perfection dans la traduction du clair-obscur, attentif au choix du papier, à la subtilité des nuances. Dans le compte-rendu qu'il fait de l'exposition chez Durand-Ruel, paru dans la Revue Blanche en 1899, Thaddée Nathanson souligne la patience du travail d'Engrand, transparente dans un dessin tel que Antoine endormi, où s'enveloppe et se répand une infinie tendresse et que rehausse la plus pure gravité. Pour nos auditeurs, il est plus qu'intéressant de noter que parmi les nombreux dessins au crayon compté de Charles Engrand se trouve un chat noir qui ressemble étrangement au symbole de la CNT, emprunté pourtant selon la petite histoire au chat des IWW, Industrial Workers of the World. Charles Engrand meurt à Rouen le 1er avril 1926. Merci Dominique. Ouais, alors c'est beau. Elle a lu ça bien, hein, dis donc. Non, mais c'est une bonne élève. Hein. Tu connaissais Charles Engrand d'HB. Tu connaissais Charles Engrand un petit peu Pas du tout, mon pas genre. Du tout, si on en a parlé avec notre camarade de Minot, là. Et c'est vrai que j'ai su qu'il avait... Attends, oui, parce que c'est l'école de Rouen. Et il y avait un copain qui avait racheté une fresque dans un bistrot de Rouen qui était de Charles Engrand. Et le bistrotier, il comprenait... pour lui, ça voulait rien dire du tout. Bon, le mec, il a fait une affaire. Ouais, d'accord. Ouais, voilà. C'est pas bien de voler un cafetier de Rouen. Non, c'est pas bien de non. Même si c'est pour récupérer une œuvre dans Rouen. Bon, question peinture, moi, c'est un peu, si tu veux, au niveau du style, comme l'a dit Piquet-Cou, c'est vraiment du Seurat. Hein. Ah oui, mais alors, au niveau de la thématique, c'est plutôt du Pissarro, du Millet du pauvre, tu vois. Et bon, mais ces dessins, les fusains, enfin, ou les dessins au crayon compté, là, il y a vraiment des pépites, quoi. Certains dessins sont réellement extraordinaires, hein, si vous avez. Bon, on mettra sur le blog de l'émission http://arracaille.blogspot.com un lien vers que vous voyez ça quand même, parce que c'est vraiment très beau. Voilà, Charles Engrand. Puis c'est un mec bien. Bon. Ouais, puis il cote pas mal maintenant, jusqu'à près de 70 000 €. Quoi, tu vois. Enfin, c'est rien avec Kunz ou les oiseaux pareils, mais bon. Ah, quand même. Ouais, 67 000 ou 68 000 €, quoi. Ah, quand même. Le centimètre carré? Le point, non. Ami, dessous la cendre, le feu va tout brûler. La nuit pourrait descendre dessus nos amitiés. Voilà que d'autres bras tendus s'en vont strier nos aubes claires. Voilà que de jeunes cerveaux refont le lit de la charogne. Vous allez compter des pendus au couchant d'une autre après-guerre, et vous saluerez des drapeaux en priant debout sans vergogne. Amis, dessous la cendre, le feu va tout brûler. La nuit pourrait descendre
amitié. La nouvelle chasse est ouverte, cachons nos rires basanés. Les mots s'effacent sous les poings et les chansons sous les discours. Si vos lèvres sont entr'ouvertes, un ordre viendra les souder. Des gamins lâcheront les chiens sur les aveugles et sur les sourds. Je crie pour me défendre. À moi les étrangers, la vie est bonne à prendre et belle à partager. Si les massacres s'accumulent, votre mémoire s'atrophie et la sinistre marée noire couvre à nouveau notre avenir. Vous cherchez dans le crépuscule l'espérance de la survie. Les bruits de bottes de l'histoire n'éveillent pas vos souvenirs. Amis, dessous la cendre, le feu va tout brûler. La nuit pourrait descendre dessus nos amitiés. Je crie pour me défendre. À toi les étrangers, la vie est bonne à prendre et belle à partager. Amis, dessous la cendre, le feu va tout brûler. La nuit pourrait descendre dessus nos amitiés. C'était Amis dessous la cendre, interprété par Sergio Giroyo. Merci Piquécou à la régie. Jean toujours missionné pour vous faire approcher l'histoire de l'art, vous sensibiliser à toutes ces questions esthétiques, qui va maintenant vous parler de Carlo Carra. Oui. Bien. Encore un artiste soucieux de son utilité sociale, au moins à ses débuts. Quand le pognon a commencé à rentrer, ça non, c'est pire. C'est encore pire. Oui, c'est encore pire que ça. Oh là. Ouais. Carlo Carra, c'est 1880-1966. En 1911, avec les funérailles de l'anarchiste Gali. Tu connais ce tableau. C'est c'est une des plus belles toiles, on va dire, produites par le futurisme. Hein. Donc avec ses funérailles de l'anarchiste Gali, Carlo Carra ne livre pas seulement son chef-d'œuvre, c'est vraiment sa meilleure peinture, mais il rappelle qu'il est aussi un connaisseur éclairé des théories sociales de Marx, et surtout, ce qui nous intéresse nous évidemment davantage, de Kropotkin. Mais malheureusement, comme vous l'avez subodoré, les choses vont se gâter. À la fin de sa carrière sera assez pathétique. Voilà. Comme beaucoup d'autres futuriste, Carra sera en effet séduit par le fascisme de Mussolini. Je sais pas ce qu'ils pouvaient tous trouver à ce bourrin de Mussolini, mais enfin bon. Et il adoptera des positions carrément réactionnaires, tu vois, jusqu'à devenir ultra nationaliste et irrédentiste. Tu avais déjà entendu ce terme-là, irrédentiste? Oui, irrédentisme, j'avais déjà entendu. Une doctrine politique qui est à l'instigation du poète Gabriele D'Annunzio, qu'on croise parfois dans les Corto Maltese, revendiquait en fait l'annexion de tous les territoires, tu vois, liés historiquement à l'Italie, voilà, ou même linguistiquement. Ça c'est pas seulement historique, c'était aussi linguistique, comme la Sardaigne, la Dalmatie, tu vois,
province, c'est quoi, la Yougoslavie, non, la Dalmatie? C'était voilà. La Corse. Bah oui, ça a appartenu aux Phéniciens. Ouais. Et là, nous, on est pas l'ont vendu à Napoléon. On n'est pas d'accord du tout. Non. Ou même Monaco. Quelle hérésie. C'est Garibaldi. Voilà. Non, pas les Garibaldi, que je suis con. Né à Quarniento, dans le Piémont en 1880, donc comme je l'ai dit, Cara n'a que 14 ans quand il est engagé comme apprenti décorateur à Milan. Puis en 1904, il s'inscrit à l'Académie Brera, où il pratique un expressionnisme à tendance fantastique, mais dont la technique est proche du divisionnisme. Le divisionnisme, on l'a vu précédemment avec Charles Engrand, c'est Seurat, pour donner l'exemple le plus frappant. Voilà. En 1908, il fait la rencontre de Boccioni, donc qui est un des signataires du manifeste futuriste. Il va d'ailleurs lui aussi en 1910 figurer parmi les signataires du premier manifeste futuriste que nous avons lu ici intégralement dans une émission il y a quelques mois, pour ne pas dire quelques années maintenant, à la 131e, on ne compte plus. Voilà, mais à ce moment-là, sa technique n'a guère évolué. C'est un voyage à Paris, en fait, 1 an plus tard, qui aura une influence très importante sur son évolution. Il y découvre le cubisme. Eh oui, belles années. Ces moyens plastiques culminent, comme on l'a dit, dans les funérailles de l'anarchiste Gali, une œuvre dont la véhémence révolutionnaire, parfaitement rythmée, tire parti de zones quasi monochromes. Jusqu'alors, l'activité de Cara au sein du futurisme s'était traduite par la poursuite de la simultanéité des sensations, je mets ça entre guillemets parce que c'est traduit de l'italien, de ses propres termes, dans des œuvres d'inspiration essentiellement urbaines. En 1909, ça c'était le cas avec tous les futuristes. En 1912-1913, avec des toiles comme rythme d'objet, Cara tente une synthèse entre le cubisme et le futurisme. Quand je dis tente, c'est parce que c'est pas parfaitement réussi. Sa peinture est tout de même devenue plus rigoureuse, ses couleurs plus légères et plus diaphanes, tout en poursuivant une activité polémique et théorique incessante dans la revue L'Acerba. Il réalise des papiers collés et intègre des inscriptions futuristes à ses tableaux. En 1916, la rencontre à Ferrare de Chirico, l'inénarrable De Chirico, déplace complètement son activité. Ensemble, ils inaugurent le mouvement Pittura Metaphysica, dont nous avons là aussi déjà parlé ici. Dont notre genre a parlé ici. Mais l'apport de Cara au mouvement se réduit à une vingtaine de toiles seulement, centrées sur le thème du mannequin, qui est pas le plus heureux pour moi de la peinture métaphysique en plus, mais bon, qu'il place dans de savantes perspectives closes, tout de même, mais un peu vaines, il faut bien le dire. Pire, un humour assez lourdingue, et superficiel, s'y substitue à la poésie, au mystère. Voilà, les meilleures de ces toiles, en fait, valent surtout par leur élégance, un poil archaïque tout de même. Cependant, Carlo Cara continue à défendre vigoureusement la peinture métaphysique dans des articles bien sentis de la revue Valori Plastici. Ensuite, il va évoluer vers un réalisme austère, se consacrant surtout au paysage et s'imposant comme une gloire du Novecento. Mais enfin, à la fin de sa carrière, offre un intérêt plus que limité, et je dis ça pour être poli. Voilà, un lien vers la peinture de Carlo Cara sur le blog de l'émission, http://aracaille.blogspot.com. Ouais, que je veux dire que je le dis, mais que Carlo Cara, même sa peinture phare, les funérailles de Gali ne m'ont pas bouleversé. Plus que ça. Plus que ça. Merci. Et là aussi, tu dis ça pour être poli. Tout à fait. Cerise
Te Atua, interprété par le groupe Te Rungarawa. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans mètres, sans pub. Arrakeh, 131e, Piquet-Coup à la technique, Jean à l'instruction publique, et au agent de liaison, qui va vous causer tout de suite dans le poste, dans la série Un artiste contemporain soucieux de son utilité sociale, Pasqua, né en 1959 et considéré par Edgar Morin comme se situant à l'avant-garde de la métamorphose du monde, j'allais dire la métamorphose des cloportes, l'œuvre de l'anartiste Pasqua témoigne de son désir de participer à la sauvegarde de l'humanité. C'est beau. Oui, c'est un peu prétentieux. Non, oui. L'anartiste, c'est lui qui s'est baptisé comme ça. Ouais, l'anartiste, il y en a d'autres qui sont... Il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres. Oui. Bon, on en reparlera peut-être dans l'histoire de l'art dans 3 siècles, on sait pas. Des fois, il y a de ces choses qui passent à la postérité, on se demande pourquoi. Né à Rouen en 1959, un Polynésien, il était pas polynésien. Non. Ah, d'accord. Pasqua vit et travaille en Polynésie française sur l'île de Bora Bora, dans l'archipel des îles sous le vent. C'est un Gauguin méconnu. Il définit lui-même son œuvre de rituel érotique d'apparition punk post-néo-dada. Alors déjà... oui, ça, je me suis dit que ça allait te plaire, ça. Oui, ça me plaît beaucoup. En opposition avec le Popa Art, destiné aux touristes qui visitent la Polynésie, Popa Ha veut dire européen en langue Maori ou Maori? Maori, d'accord. Maori et Maori, c'est pas exactement. D'accord. Mais enfin, on est. On est dans le jus. Un artiste engagé dans le renversement du monde à l'envers, le renversement du monde à l'envers, il est l'initiateur du mouvement d'émancipation Upside Down et du manifeste pour la métamorphose du monde, co-signé avec le philosophe Edgar Morin et le prospectiviste et politologue Pierre Gonod. D'accord. Drôle de maquage, là. Bon, enfin. Appelé à Bora Bora Tahua, littéralement celui qui voit, Pasqua est considéré avec le néo-zélandais John Poole comme l'un des artistes contemporains les plus importants d'Océanie. Quand on connaît l'Océanie, pas difficile d'être important. Voilà, donc les Maoris, c'est en Nouvelle-Zélande, et les Maoris, c'est Bora Bora, c'est les îles. D'accord, les îles polynésiennes, oui. Voilà, exactement. D'accord. Polynésiennes. Il est ainsi le premier artiste polynésien, j'ajouterai d'adoption, à avoir intégré les collections des musées européens de son vivant. Il pratique une peinture expressionniste dans la ligne de Cobra, dont Jean vous a abondamment parlé dans ses émissions, des néo-expressionnistes allemands, même chose, même punition, même motif, et des actionnistes viennois sur des supports polymorphes, bois rabagés et calcinés, termitières et vieux sacs à copra déchirés. Oui, on a vu quelques exemples, c'est pas inintéressant. Il utilise une materia prima constituée d'une alchimie de résine, de mousse polyuréthane, de pigments, de plumes et fibres naturelles, de vieux torchons de peinture et du cocktail Gitmo, du sang, du sperme, de la merde, comme celui qu'utilisent les détenus du camp de Guantanamo. Ça fait penser un peu à Arte Povera. Ça. Oui, ça m'a rappelé aussi. Oui. Ouais, les artistes qui travaillaient un peu avec ces matériaux. Dans ses œuvres récentes, il utilise également des bouts de ficelle pour inviter chaque spectateur à pratiquer son nœud mémoire, seule trace de sa présence. Ainsi, le spectateur n'est-il plus simplement passif, mais plutôt acteur d'une œuvre devenue collective. Là, j'ai comme... Un doute. Oui, ou même deux. Parce que j'ai toujours un doute quand les artistes veulent que les gens soient acteurs de leur œuvre, tu vois. Ouais, mais oui. C'est un petit peu du acteur, mais pas trop. Hein. Non. C'est un petit peu du zozoïsme. Parce que le monde est couturé d'absence. Ça, j'aime bien l'expression couturé d'absence. Ça, c'est intéressant. On pourrait faire un bouquin avec ça. Ces nœuds-là expriment une libération qui témoigne de l'extraordinaire culture des antipodes que Pasqua a très personnellement intégrée. Pour le propriétaire de la société Art Price et de la demeure du Chaos, la demeure du Chaos, c'est à Lyon, ça? Je ne sais pas où elle est. Ouais, c'est à Lyon. Enfin, c'est dans la région lyonnaise. Que le New York Times considère comme l'œuvre monumentale la plus importante du XXIe siècle, Pasqua est un singulier impur. Il a créé, impur aussi, il a créé sur Bora Bora avec l'artiste Lily Hoop, le Black Bloc. C'est pas Lily Otto, hein. Non, c'est pas Lily.
Oh, il est pas mal. Oh, il faudra qu'on se voit parler un jour de vidéo auto, hein. Ça, il faudra qu'on en cause, hein. Donc, le Black Block Cube, matérialisation de l'anti-galerie des antipodes, déclarée zone d'économie temporaire, à Kimbe, bien sûr, encore une référence, espace alternatif, nomade et offensif, aux limites des frontières de l'État-nation et des territoires colonisés, coupant l'unique route circulaire de l'île au point kilométrique fluctuant de sa moitié exacte, à l'antipode du monde à l'envers. Bah, une phrase comme ça, je vais vous la relire, parce que c'est un monument, hein. Il a créé sur Bora Bora, et soyez attentifs quand même, hein, avec l'artiste Lily Hop, le Black Block Cube, matérialisation de l'anti-galerie des antipodes, déclarée zone d'autonomie temporaire, espace alternatif, nomade et offensif, aux limites des frontières de l'État-nation et du territoire colonisé, coupant l'unique route circulaire de l'île au point kilométrique fluctuant de sa moitié exacte à l'antipode d'un monde à l'envers. Mais ça, ce sera sur le blog de l'émission, donc vous pourrez vous concentrer sur... Il s'agit d'une machine de guerre, oui, ça c'est incontrôlée, c'est exact, et autodéterminée, agissant spontanément sur une ligne de rupture fluctuante pour des pratiques artistico-politiques non représentatives, expérimentales, participatives et collectives, terrorisme politique, sabotage esthétique, action directe, résistance au centre virtuel du pouvoir et insurrection. Voilà, que vous pourrez retrouver sur Arracaille, le blog post d'Arracaille, http://arracaille.blogpost.com. Et c'était évidemment un texte de Montjean qui a dû se prendre le chou, je suppose, pour arriver à décrypter l'œuvre de ce mec. Comme chez tous les artistes trop bavards, il y a à boire et à manger. Ouais. À en prendre et à en jeter. Il y a des œuvres vraiment formidables, hein, de Pasqua, puis d'autres. Oui, ça, moi, j'étais pas du tout indifférent à son travail. Voilà. Hein, tu vois, puis il y en a d'autres où on sent, Bon. Non, c'est toujours le blabla sur ces gens-là qui est un peu ennuyeux, quoi. Pour pas dire ennuyant. Même... Bon, une partie du blabla, hein, j'ai bien précisé que c'était le propriétaire de la société Art Price, c'est-à-dire un marchand qui, de toute façon, est intéressé à terme à vendre l'œuvre de Pasqua. Hein. Tout à fait, mon genre. Donc quand il dit un singulier, un pur et tout, ça sortez les violons, quoi. Tu vois, bien sûr. Hein, tout à fait, Jean. Ah, merci infiniment. Qui venait apporter au pied du roi une queue à Calais qui était assiégé. C'était si bon bourgeois qui venait, la corde au cou, les pieds nus enchaînés à Calais, silencieux, six otages attendaient. Il y avait un marchand, un armateur, un commerçant, un notaire, un prélat. L'autre, je sais pas. Si tu me demandais de sacrifier ma vie pour te sauver la vie, j'accepterais avec joie. Mais les si bons bourgeois abandonnaient leur vie, leurs amours, leur famille. Pourquoi? Ils étaient si bons bourgeois qui venaient pour sauver les habitants affamés à Calais, qui était assiégé. Et la dame du vainqueur était là, au pied du roi son époux elle pleura, l'implorant d'épargner les bourgeois de Calais. Et la foule attendait
Le vainqueur se taisait et les bourgeois priaient. La dame suppliait et tous les cœurs battaient. Bien, sur Radio Libertaire, toujours la voix de la Fédération anarchiste, et on passe tout de suite la parole à notre Jean qui va vous causer des expos à voir. Ouais, Mireille Lorca, totalement inconnu au bataillon en ce qui me concerne. Oui, perso aussi. Bon. À part Frédéric, on va descendre tout de suite à la FNAC, acheter tous ces disques. Non, je plaisante. Donc, 2 expos à ne pas manquer. Rodin, la saisie du modèle, d'où le choix de Piquet-Coup, de nous passer les bourgeois de Calais par Mireille Lorca, ou enfin, j'imagine, c'est très pensé. Ah oui, penseuse. Rodin, la saisie du modèle, donc c'est au musée Rodin. Incroyable. C'est 79 rue de Varennes, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas encore. Attention, je surveille. Dans le 7e arrondissement de Paris, l'arrondissement de Rachida Dati. Le musée Rodin, oui. Le futur arrondissement de François Fillon. Vous savez, des 2 parachutés, là, ceux qui s'écrasent d'un sur l'autre. Les grands amateurs d'art, d'ailleurs, ils font toutes les expos, tous les musées. Voilà, et donc la saisie du modèle, c'est jusqu'au 1er avril 2012. En fait, c'est à la fin des années 90 que Rodin entame une véritable carrière de dessinateur en s'adonnant quotidiennement au dessin. Formidable, t'es d'accord avec moi? Les esquisses préparatoires de Rodin, c'est de l'art moderne. C'est ce que je tentais d'expliquer à notre camarade Piquet-Coup, que les sculpteurs dessinent beaucoup. Ah oui, et normalement. Oui, et souvent tout quand Rodin, c'est formidable. À travers la reconstitution de grandes séries comme Les Psychés, les femmes au peignoir, les danseuses ou les découpages et les dessins rehaussés d'aquarelle, l'exposition en fait explore certains thèmes et certaines caractéristiques du dessin de l'artiste. Le parcours proposé, à noter, ne compte pas moins de 300 dessins. Allez vous régaler. Et puis Bourdelle, pendant qu'on y est, que du dessin, l'expo s'appelle. Que du dessin. Et oui. Ma mère lui donnera un coup de règle sur les doigts, celui qui a conçu le titre, mais bon. Bourdelle, que du dessin, c'est au musée Bourdelle. Ah bah là aussi, c'est étonnant. Jusqu'au 29/01/2012, et j'ai carrément oublié de noter l'adresse. Bon, tant pis. C'est connu, c'est oui. Débrouillez-vous. Impérative et passionnée, la pratique quotidienne et incessante du dessin par Antoine Bourdelle a donné naissance à une production graphique foisonnante. Le musée Bourdelle la dévoile à travers la première grande exposition de dessin jamais consacrée au sculpteur à l'occasion du 150e anniversaire de sa naissance. Et si vous passez à Montauban, au musée Ingres, il y a aussi tout un tas de trucs de Bourdelle, profitez-en. Voilà, mon Robert, à toi. Je pense que c'est bien aux gens de plus donner les adresses des expos. Faut quand même qu'ils se fassent, on va pas tout leur mâcher, tu leur donnes déjà l'envie d'aller voir les expos dont tu parles. En plus, il faut leur donner les adresses, le métro, etc., etc. Faut pas pousser, et même chose pour Publico, on donne plus l'adresse? Non, c'est il vient de se faire avoir, là. Bon, on donnera les adresses, vous en faites pas. Bon, alors, qu'est-ce que je pense maintenant? On va vous parler Eh bien non, je ne vais pas vous parler, c'est notre camarade Piquet-Coup qui s'y colle à la console pour une pause musicale. Cerise
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. C'est Serge Adjani qui interprétait Dessin dans le ciel. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, à Racaille, la 131e, et tout de suite, les petites annonces de notre chère Agnès, que j'avais zappé la dernière fois. Pardon Agnès, si tu nous écoutes, je pense que tu le fais. 2 annonces, donc, un qui est balancé par c'est une commande artistique, la CEMAPA, Société d'économie mixte d'aménagement en charge du projet urbain Paris-Rive-Gauche, dans le 13e arrondissement de Paris, lance un appel à candidature internationale pour sélectionner un artiste chargé de la conception et de la réalisation d'une œuvre d'art pour un espace public stratégique de ce nouveau quartier situé en vis-à-vis de la Bibliothèque nationale François Mitterrand. Je croyais qu'en vis-à-vis, il y avait la Seine, mais enfin bon, c'est peut-être pas de ce côté-là. L'enveloppe prévisionnelle pour la réalisation de cette œuvre est de 600 000 € hors taxes, y compris honoraires, étant précisé que l'objet de ce présent marché ne concerne que les coûts liés à la mission de conception et de suivi de réalisation de l'artiste lauréat. Alors, vous allez sur http://www.labelfriche.com/image/fichier 770-7854 dossier de candidature dossier-de-candidature-if.pdf. Oui, enfin, c'est toujours des trucs invraisemblables. Mais vous aurez ça sur le blog, Jean va s'en occuper, entre 1000 autres choses. Et puis, une galerie associative que l'association Label Friche met à disposition d'artistes qu'elle souhaite promouvoir, Night Label. Ah non, ça c'est pour ce que je viens de donner. Pour le premier, c'est une autre adresse, mais je ne l'évoque pas parce que ça va encore prendre. Et puis c'est complètement aberrant de donner les adresses comme ça. Vous avez aucune possibilité de retenir ni d'écrire à la vitesse où je vous les annonce. Alors, Label Friche est une galerie associative que l'association Label Friche met à disposition d'artistes qu'elle souhaite promouvoir. Night Label. La Night Label est une carte blanche donnée à l'artiste exposant et une spécificité de la galerie in situ. Alors, vous pouvez envoyer vos dossiers de candidature. Le groupe de réflexion de Label Friche, constitué de membres adhérents élus, examine, valide les dossiers de candidature et expédie le contrat signé par les 2 parties, organise le calendrier des expositions, s'assure que les œuvres exposées correspondent aux critères retenus lors de la première admission et décide, s'il y a lieu, le retrait de certaines œuvres ou le cas échéant d'interrompre l'exposition de l'artiste. Tout ça, c'est bien précis. Donc, je vous ai donné une adresse mail, mais je pense que personne ne l'a retenue. Donc, je vous recommande d'aller sur le blog de l'émission pour pouvoir, évidemment, la taper et avoir les informations si vous le souhaitez. Et puis tout de suite les annonces trad concernant les œuvres de la fédération, des œuvres qui sont toujours comment on peut dire ça sans vous foutre le blues, mais vous savez que les petites structures, les associations, les librairies indépendantes et les magazines de la presse un peu underground ou révolutionnaire, tout ce que vous voulez, toutes ces petites structures sont vraiment en danger, puisque il y a de moins en moins de subventions, quand il y en a en tout cas, c'est pas pour notre cas, trop notre cas, et puis aussi pour le magazine, ils subissent une pression du distributeur du magazine dans les kiosques, etc. Pour la librairie, c'est comme pour toutes les petites librairies. Il y a des lecteurs qui sont de moins en moins consommateurs de livres. Bref, donc pour Radio Libertaire, il y a une solution, entre autres solutions, pour lui venir en aide, c'est d'aller à la librairie Publico, où Laurent ou Max, alternativement, peuvent vous recevoir. Ce sont les permanents de la librairie. Et vous leur demandez une carte d'auditeur, moyennant l'échange de 21 que vous sortez de votre petit portefeuille, et puis là, portefeuille, pardon, ou porte-monnaie plutôt, et puis là, vous contribuez, si vous voulez, à la trésorerie de la radio qui utilise vos dons ou contributions pour la maintenance du matos ou pour en acheter du nouveau. Et ça coûte cher parce que c'est du matos quand même assez performant.
On travaille plus avec des machines à pédales. Maintenant, c'est vraiment avec l'électricité. Et puis voilà, c'est de l'électronique, c'est tout ce que vous voulez. Je dirai pas plus loin parce que j'y connais absolument rien. Et puis la librairie Publico, dont Jean vous parle tous les mardis à propos du bouquin qu'il vous recommande. 145 rue Amelot à Paris dans le 11e. Vous pouvez être accueilli, comme je vous l'ai dit précédemment, par Laurent ou Max, nos 2 permanents chéris, qui peuvent vous éventuellement vous aider dans vos achats, mais même répondre à vos questions sur l'anarchie, puisque c'est une librairie anarchiste. Voilà, je vous recommande de vous bouger, de pas hésiter à y aller, parce que c'est un lieu très convivial d'ailleurs, et où tous les samedis, en général les samedis après-midi, vers 16h, il y a des conférences, il y a des projections, éventuellement, des écrivains qui viennent faire signer leurs livres, etc. Et des expositions de peinture, de dessin, etc., comme il y en a une en ce moment dans la librairie Publico. D'ailleurs, aussi avec un catalogue de l'artiste qui coûte 7 ou 8 euros, je me souviens plus, un très très intéressant catalogue en noir et blanc. Et puis notre magazine Le Monde Libertaire, dont je m'inspire de l'édito tous les mardis pour vous baver un peu sur les gens qui croient nous gouverner. Le Monde Libertaire, donc je vous rappelle qu'il est sous la pression du distributeur de la presse en général, et qui est créé ce magazine quand même de presque 50 pages, qui paraît toutes les semaines en hebdo, quoi, et fabriqué par 3 ou 4 copains bénévolement, évidemment. Il y a des permanents dans la librairie, mais là, le Monde Libertaire, c'est tout bénévole, et des gens qui passent des nuits, etc., à travailler. Et leur récompense, évidemment, c'est le nombre des lecteurs, parce que plus il y a de lecteurs, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui s'intéressent à leur travail, et évidemment, ça peut leur donner l'envie d'en faire encore plus et de faire encore mieux. Non, je déconne. Non, je déconne pas vraiment. Et voilà, donc le Monde Libertaire, que vous pourrez en kiosque dans la capitale et même dans plusieurs points de vente en France. Pas assez, évidemment, puisque comme c'est un petit magazine, les éditions le distributeur Pressalis se bouge pas trop pour le distribuer. Et puis, à la librairie Publico, il y a un dépôt de presse. C'est un magazine qui paraît tous les mardis. Et en même temps, lorsque vous décidez à vous bouger et aller à Publico, vous pouvez, évidemment, sur place, vous abonner. Et en vous rappelant que les abonnements, évidemment, c'est quelque chose de rassurant pour des petites publications. C'est-à-dire que ça des lecteurs abonnés, c'est un fonds qui est là et qui peut aider le magazine à survivre. Voilà, j'ai fait ma BA. Comme tous les mardis, je vous remercie, de m'avoir écouté jusqu'au bout, si vous l'avez fait tout ça. Salut. Salut à tous. Au revoir.